Je pense que nous allons passer à la présentation PowerPoint et nous allons parler des comités canadiens d'examen des décès dus à la violence familiale partout au Canada. Un peu plus tôt, je ne sais pas si vous avez pu suivre cela, Myrna, mais Annalie avait affiché les résultats d'un sondage et la moitié des participants ne connaissaient pas nécessairement les comités d'examen des décès. Alors, c'est la présentation idéale pour la dernière journée de notre conférence. Alors, Myrna et moi allons vous donner un aperçu de ces comités au Canada et partout dans le monde. Et ensuite, nous allons participer à un panel formé de représentants de différentes provinces du Canada qui font ce genre de travail. Alors, un rappel, l'objectif d'un comité d'examen des décès dus à la violence familiale, c'est vraiment de se renseigner et de comprendre les facteurs de risque et les occasions manquées d'intervenir pour fournir des recommandations et prévenir des décès à l'avenir. C'est comme un avion qui s'est écrasé. On cherche la boîte noire pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une erreur de la part du pilote? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises conditions? Est-ce qu'il y avait eu un problème avec la fabrication de l'avion ou autre? Chaque décès doit être bien révisé. On sait qu'on ne peut pas réanimer les passagers d'un écrasement d'avion. De la même façon, on ne peut pas réanimer des victimes d'homicides familiaux, les victimes qui ont perdu la vie à la suite d'un homicide. Mais c'est sûr que nous pouvons faire un examen approfondi pour comprendre les facteurs de risque, comprendre quelles étaient les occasions manquées d'intervenir et formuler des recommandations pour modifier plusieurs choses, la législation, les politiques, les pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer le public et pour former les prestataires de services. Sur la diapo, vous voyez d'excellentes références. Je veux souligner le livre de Myrna qui est basé sur l'examen des décès et des homicides familiaux, une perspective internationale. À vous, Myrna. Merci, Peter. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de ces initiatives, ça a commencé dans les années 90 aux États-Unis, où il y a actuellement une initiative qui s'appelle l'Initiative nationale d'examen des décès dus à la violence domestique. Présentement, il y a environ 175 à 200 initiatives aux États-Unis. Ensuite, au bas de l'écran, on voit le Canada. Nous sommes le prochain pays à mettre en œuvre des comités d'examen des décès. Nous l'avons fait en 2002 et 2003. Cela a été suivi par la Nouvelle-Zélande en 2008, l'Australie en 2009 et enfin le Royaume-Uni en 2011. Il y a des processus d'examen des décès là aussi. Et maintenant, le Portugal vient de lancer une initiative d'examen des décès dus à la violence familiale. Au Canada, si l'on part de l'Ontario, c'est là où Peter et moi avons commencé à parler au début des années 2000 pour la Fondation d'examen des décès dus à la violence familiale, environ vers 2004. C'était le premier comité qui a été mis en œuvre en Ontario. Et par la suite, il y a eu 7 juridictions, y compris en Ontario, où on a des comités ordinaires qui se rencontrent régulièrement ou à chaque sur une période de quelques années. Alors, vous voyez ici l'année du rapport le plus récent pour chaque province qui figure sur la diapo. Chaque comité formule des recommandations et on voit des tendances au fil du temps. Par exemple, certaines des recommandations les plus courantes se rapportent à l'éducation du public parce que souvent, les amis, les voisins, les collègues, la famille ont de l'information sur ce qui se passe avec la victime et ils voient l'escalade de la violence de la part de l'agresseur. Alors, il est important d'éduquer les voisins, les collègues, la famille, les amis. Et c'est en fait essentiel. Et il y a de nombreuses campagnes pour les voisins, les amis et la famille. Ce sont des campagnes menées dans la plupart des provinces et territoires qui tentent de présenter la violence familiale et le fait que ça peut mener à un homicide.
La formation professionnelle est aussi très importante. Il y a eu des examens faits partout dans le pays qui ont reconnu qu'il faut en faire davantage pour informer les services de DPJ, ainsi que les professionnels en santé mentale, ainsi que les policiers. Il y a souvent des formations liées, des recommandations liées à la formation de plusieurs disciplines et de différents organismes de services. La collaboration est un autre thème clé qui ressort des recommandations. Parfois, les organismes travaillent en cloisonnement, l'un ne sait pas ce que l'autre fait. Il pourrait y avoir un manque de collaboration, surtout au niveau du système de justice pénale, de justice ou du tribunal de la droit de la famille. Le tribunal de la famille ne sait pas ce que fait le tribunal pénal. Alors, il faut vraiment avoir un partage d'informations et former des équipes pour les cas à risque élevé. On a eu une excellente présentation l'autre jour parlant des innovations qui sont menées en Colombie-Britannique dans ce domaine. Il faut aussi modifier la législation. Un grand domaine, par exemple, on a vu beaucoup d'homicides au travail ou d'homicides familiaux où il y a beaucoup de signes avertisseurs au milieu de travail et on voit cela au Canada. Dans son ensemble, il y a des changements dans la législation liée à la santé et la sécurité au travail qui reconnaît le fait que la violence conjugale est un enjeu. Il y a eu des recommandations concernant les enfants exposés à la violence familiale. Les enfants sont souvent, on passe à côté d'eux souvent. Et la première journée de la conférence, Myrna, Daniel et Jordan ont souligné certains des résultats des recherches concernant les enfants qui sont à risque d'homicide. Il y a environ 10 des cas où les enfants perdent un ou les deux parents. Et ce qui est important, c'est que certaines des recommandations ont examiné les besoins des populations marginalisées. La réalité diffère selon le groupe. Par exemple, les femmes autochtones, les femmes qui demeurent dans des milieux éloignés, nordiques ou ruraux, les femmes immigrantes et réfugiées. Il y a des obstacles liés à la langue et à la culture. Alors, on veut reconnaître les recommandations, mais c'est sûr qu'il y a eu des centaines de recommandations formulées partout au Canada. Alors, les comités d'examen ont des objectifs communs dans l'ensemble. Comme Peter l'a mentionné, il y a des communautés internationales. Le premier chapitre mis sur pied par Julie Poon et son équipe examine ce qui se passe au pays. Il y a des différences d'un comité à l'autre au Canada. Par exemple, l'une des premières différences, c'est que dans certaines juridictions, on a des examens qui se font de façon continue. C'est le cas et puis il y en a d'autres qui se font, il y en a qui se font annuellement, il y en a d'autres qui se font toutes les quelques années. Et il y a une différence parce que les examens continus mènent à des rapports annuels ou semi-annuels. Ensuite, une autre différence, c'est que certains examens sont faits de façon formelle par des médecins légistes, des gouvernements, des groupes d'intervention, et il y a des différences. Et dans le contexte canadien, on voit surtout les examens faits par les bureaux du médecin légiste, mais aux États-Unis, ce sont des agences communautaires ou des groupes d'intervention de défense des droits. Je pense qu'il s'agit de groupes parapluies qui présentent des avantages et des désavantages dans le processus. Une autre différence se rapporte à l'accès à l'information. Le type d'information qui est revu par les comités varie considérablement d'un comité à l'autre. Par exemple, les renseignements sur la victime vont être assez complets chez les uns, tandis qu'ils vont être très limités chez les autres. Alors, on voit vraiment des variations concernant l'accès à l'information. Le suivi continu et l'examen des recommandations est une autre différence importante. Je pense qu'il y a un ou deux comités d'examen qui font un suivi de façon continue. Et dans une des provinces, c'est dans la loi sur le coroner qui doit fournir des recommandations. Une autre différence se rapporte aux ressources. Certaines sont financées et d'autres sont faites de façon bénévole. Alors, dans les provinces, on voit un financement officiel, mais ailleurs, on voit parfois des gens de la communauté qui se portent volontaires. Alors, on voit qu'il y a une différence dans les ressources. J'ai déjà
parler du rôle actif des survivantes par rapport à celui des professionnels. Alors, actuellement, les comités sont axés sur les voix des professionnels plutôt que sur celles des survivantes. Ça se passe à l'échelle internationale ainsi qu'au Canada. Je pense que c'est quelque chose qui pose problème pour de nombreux groupes. Par exemple, les survivantes et dans certains groupes, les survivantes et les familles jouent un rôle important. Et enfin, lorsqu'il s'agit du partage public des résultats des comités, certains groupes diffusent un rapport annuellement avec des recommandations, tandis que d'autres diffusent de l'information limitée à des moments différents. Alors, on peut voir bien qu'il y a des objectifs communs, il y a beaucoup de différences. Alors, il est clair qu'il y a des résultats positifs sortant de ces comités partout au pays, mais comme Myrna l'a mentionné, un des défis, c'est de faire en sorte que les recommandations sont suivies, y compris lorsqu'on parle de la sensibilisation du public. Il faut s'assurer que les recommandations sont mises en œuvre. Mais les positifs sont une sensibilisation accrue du public et des campagnes visant le public, une augmentation des campagnes d'éducation du public. Comme j'ai mentionné tantôt, par exemple, en Ontario, il y a une campagne pour les voisins, les amis et la famille. Il y a une version autochtone et francophone ainsi qu'immigrante en Ontario qui est présentée en 14 langues. Alors, il y a des efforts qui sont déployés. Alors, c'est un résultat positif, mais la difficulté, c'est de s'assurer que l'information est diffusée à grande échelle et qu'elle est partagée dans toutes les communautés. Il y a eu un impact sur la formation professionnelle. Et un exemple de ceci, ce sont les psychologues accrédités en Ontario. Le comité avait participé à l'examen d'un cas et il a formulé une recommandation où les psychologues doivent faire une évaluation complète des risques dans le cadre de leur évaluation de garde d'enfants. Plusieurs mois plus tard, l'Ordre des psychologues m'a envoyé un avis qui parlait du cas et qui fournissait un résumé des recommandations et offrait des liens à des ressources. Alors, ça a été intéressant parce que j'avais fait partie du comité et ensuite, c'est moi qui ai reçu les recommandations. Alors, c'est un exemple concret d'un résultat positif. La violence familiale en milieu de travail, on en a déjà parlé. C'est l'exemple des changements législatifs. Et encore une fois, cela est dû au fait qu'il y a eu des homicides dans le milieu de travail, en lien avec la violence conjugale. Et en Ontario, nous avons eu Laurie Dupont, une infirmière qui a été assassinée par son ex-partenaire, ex-conjoint, et celui-ci a fini par se suicider. Dans ce cas, c'était vraiment la dernière petite poussée dont avait besoin la province de l'Ontario pour faire des changements à la loi en milieu de travail et d'indiquer que la violence conjugale fait partie de la santé et de la sécurité au travail. Les employeurs doivent savoir si une de leurs employés est aux prises avec de la violence conjugale et les employeurs doivent agir. Nous savons de la part des sondages nationaux canadiens qu'il y a un suivi des cas. Un enjeu essentiel concernant les enfants, c'est le rôle de la DPJ dans la protection de l'enfance partout au Canada. Il est clair qu'il y a un besoin de formation approfondie et de collaboration accrue dans le secteur. C'est un autre domaine où différents systèmes travaillent en silo et c'est un domaine où il y a eu plus de formation intersectorielle et un accroissement des protocoles au sein des agents, des organismes et de la DPJ. Un autre enjeu critique, c'est la formation de la police et l'évaluation des risques. C'est un domaine qui a beaucoup changé. Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, mais depuis 2021, les services policiers ont des normes selon lesquelles ils doivent remplir des évaluations de risques. Cela fait partie de leur mandat, de leur travail. Lorsqu'ils se présentent à un lieu de violence conjugale, cela fait partie de la formation essentielle de la police. Et puis ensuite, l'évaluation des risques doit mener à une planification de la sécurité. On ne peut pas juste s'arrêter à l'évaluation des risques.
Alors, il y a des résultats positifs et il semblerait que ces initiatives existent depuis longtemps, surtout aux États-Unis, mais c'est assez nouveau en fait. Et bien sûr, il y aura toujours des défis. J'allais vous parler des défis, mais je pense que Julie a affiché un lien, un rapport qui a été publié, qui fait un résumé. Alors, j'irai pas dans le détail, mais je voudrais en souligner quelques-uns. Tout d'abord, la promotion et la diffusion des rapports. Quand, on crée ces comités d'examen, c'est une nouvelle initiative, tout le monde, prête attention à cela. Mais une fois qu'une initiative existe depuis un certain temps, les gens commencent à oublier et ne plus porter attention à cela. Alors, on rend public des rapports et les gens ne les lisent pas ou ils les mettent de côté. Alors, la promotion et la diffusion de ces rapports est essentielle. Hem, pour revenir à ce que Peter a dit, par rapport aux résultats positifs, la sensibilisation, par exemple. Ensuite, accès à des experts sur des sujets complexes. C'est multifactoriel. Il est très important de réunir tous les experts à la table pour ces comités d'examen. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent dans le domaine et qui vivent la violence conjugale. Mais comment amener ces experts à la table pour représenter les secteurs nécessaires et pour réunir les gens qui ont le pouvoir d'effectuer des changements? Alors ça, c'est un autre aspect. On ne peut pas avoir un comité avec une centaine de personnes, mais il faut une bonne représentation. Et il y a plusieurs groupes qui ont créé des comités consultatifs et ils font appel à ces comités-là lorsqu'il y a, par exemple, des problèmes liés à l'immigration, par exemple. Et on peut inviter des experts au comité selon le cas. Bon, un autre aspect de ces sujets complexes, c'est comment ces initiatives ont été créées. Ils viennent souvent, surtout du mouvement féministe et du mouvement anti-violence durant les années 90, mais à l'international et au local, il y a une absence de voix féministes, des gens qui comprennent comment ce sujet de violence conjugale est lié aux femmes, aux questions de genre. Et il y a dans certains pays, on a dit qu'il faut au moins un ou deux représentants du secteur qui travaillent sur la violence faite aux femmes. Mais souvent, ces voix-là ne sont pas présentes ou pas suffisamment présentes. J'ai déjà parlé de la voix des survivantes et des proches et des amis. Euh, c'est important pour les survivants ou les proches survivants et les amis d'être impliqués, mais c'est aussi un traumatisme. Mais on comprend que les proches survivants ont beaucoup d'informations et c'est très important pour le comité d'examen. J'ai parlé du Royaume-Uni qui a fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Il y a une agence en Grande-Bretagne qui a été créée par le frère d'une femme qui avait été assassinée et son neveu aussi avait été assassiné. Il a commencé un organisme pour les gens qui veulent faire partie du processus d'examen des décès. Le financement, c'est un défi aussi, ça prend du financement afin de faire des examens en continu ou ponctuels. Un financement, comme nous le savons dans le secteur, le financement n'est pas assez cohérent, c'est trop sporadique. L'adhésion à la communauté et la confidentialité, ça c'est une question qui attire notre attention sur la présence d'un comité plus holistique. Est-ce qu'il s'agit d'un comité local ou provincial? Il faut toujours des membres de la communauté, mais il y a des questions de confidentialité. Dans le cas des homicides suicides, et qui ne mènent souvent pas à des enquêtes en profondeur qui ont lieu si on se dirige vers un procès. Il nous manque beaucoup d'informations sur les homicides suicides. Mais les gens de la communauté ont des informations et doivent être amenés à la table pour en parler. On rate beaucoup d'informations sur les homicides suicides si on ne fait pas appel aux proches et à la famille. Recommandations particulières en général sur le changement social. Je me souviens quand j'ai siégé un comité d'examen des décès pendant 15 ans et c'était clair que la pauvreté, c'était un aspect. Et pour faire une recommandation à propos de la pauvreté,
comment est-ce qu'on fait une recommandation d'ordre général de ce type par rapport à des recommandations spécifiques qui portent sur le cas précis? Alors, il faut vraiment un changement social et on en a parlé depuis 3 jours et on va continuer d'en parler aujourd'hui, mais il faut aussi des recommandations spécifiques qu'on peut mettre en œuvre sur le terrain, des mesures du succès. Ça, c'est une autre question qui est soulevée souvent. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a une mesure de succès, c'est la réduction de ces homicides. J'en ai parlé avec Peter et d'autres et je vous fais une mise en garde. Il ne faut pas utiliser les homicides comme mesure du succès parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme on a entendu depuis 3 jours. Alors, si tout d'un coup, il n'y a pas une baisse d'homicides, par exemple parce qu'il y a une pandémie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que le comité d'examen des décès n'a pas eu d'impact. C'était à cause de toutes sortes d'autres facteurs au niveau de l'individu et de la société. Et finalement, un des plus grands défis auxquels font face ces comités, c'est la mise en œuvre des recommandations. J'en parle dans l'article et il y a beaucoup de chapitres dans le livre dont Peter a parlé où on parle des recommandations et le fait qu'actuellement, on ne sait pas ce qui est recommandé au pays et ailleurs au monde. Et on sait encore moins sur la mise en œuvre. Alors, il faut utiliser ces initiatives d'examen de décès ici au Canada et ailleurs pour comprendre comment on peut évaluer les processus de mise en œuvre et les résultats de ces mises en œuvre. Alors, il y a des défis. Certains sont grands, beaucoup vont durer longtemps, mais ce sont des questions qu'il faut garder en tête quand on parle de ces initiatives de comité d'examen de décès. À vous, Peter. Oui, on a la bonne fortune d'aller au-delà de ce PowerPoint et de ce résumé pour entendre la voix des gens sur le terrain qui travaillent là-dessus d'un océan à l'autre. Nous avons la bonne fortune d'avoir des représentants de 5 provinces qui seront là avec nous comme panélistes. Bon, on passe maintenant à la prochaine diapo. Je vais vous les présenter. Comme Myrna l'a dit tout à l'heure, et nous l'avons dit plusieurs fois d'ailleurs, les biographies complètes de ces personnes se trouvent dans le programme de la conférence. Mais en résumé, nous avons la bonne fortune d'avoir avec nous Deirdre Bainbridge, qui est la présidente de notre comité d'examen en Ontario. Elle est infirmière gestionnaire provinciale, bureau du coroner en chef de l'Ontario. On a aussi Stéphanie Gamache, présidente du comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du Québec, et elle est au bureau du coroner en chef au Québec. Et comme Myrna a dit tout à l'heure, ils viennent de publier leur premier rapport. Emily Casey, qui est la présidente du comité d'examen des décès du Nouveau-Brunswick, Laurie Moen, qui est responsable des enquêtes spécialisées et l'unité d'examen des décès au service des coronaires de la Colombie-Britannique, ainsi que Sarah Collins, qui est directrice de la sécurité et du bien-être des collectivités, ministère de la Justice et du procureur général et ministère des services correctionnels, des services de police et de la sécurité publique de la Saskatchewan. Elle a une carte d'affaires énorme qui permet de noter tout son titre au complet et sa biographie au complet se trouve dans le programme. Alors, Myrna, avant de passer aux panélistes, est-ce qu'on va entendre la voix d'une survivante? Oui, dit Myrna. Oui, merci de me l'avoir rappelé, Peter.